Traverser la Colombie à vélo, un voyage pas banal. De Bogota à la côte Caraïbe, je vous emmène dans mes sacoches pour visiter à la force des mollets le pays de Gabriel García Márquez et Nairo Quintana. Porte-bagages, 2 sacoches de 25 litres. Pendant 2 semaines, on pédalera 1300 km en passant par les terres froides de Boyacá, les villages coloniaux typiques de Santander et la grande plaine caraïbe dans le nord du pays. Une traversée en solitaire, seulement accompagnée pour la première étape par mon ami Léo. ¿Cómo vamos? On quitte la capitale par l'autoroute du Nord, direction Tunja, où on est attendu par la famille de Léo. Départ à 7h du matin, motivé par l'idée du déjeuner qui nous attend là-bas. C'est une longue étape très routière avec beaucoup de trafic dû aux habitants de la capitale qui vont passer les fêtes à la campagne. Le revêtement est très bon, le climat agréable et le soleil me brûle les jambes. Après avoir escaladé plusieurs bosses, on arrive au pont de Boyacá, monument qui commémore la bataille qui a débouché sur l'indépendance de la Colombie en 1819. Le prof d'histoire en profite pour m'expliquer la signification politique de cet endroit dans la construction de la nation colombienne. On finit par arriver à Tunja, capitale du département de Boyacá, en milieu d'après-midi. La famille de Léo nous reçoit avec un délicieux repas à base de haricots rouges. Première étape nickel, arrivé à Tunja sur les coups de 15h30. Pour la deuxième étape, je suis désormais seul. La promenade de santé de la veille laisse place à l'aventure, la vraie. Les premiers rayons de soleil ont du mal à réchauffer les champs de pommes de terre situés autour de l'Alto del Sote.
je me trouve à plus de 3000 mètres d'altitude sur les terres d'un des plus célèbres coureurs cyclistes du pays des Escarabajos, Nairo Quintana. Impossible de rater la pose photo devant la maison familiale. Oh, wow. Cariño, venga, acérquese, le atendemos rápido y con mucho gusto. ¡Tamales, tamales! ¡Llegaron los tamales! Dans la descente, la température se réchauffe et devient plus agréable. Le petit déjeuner dans le village de Moniquira est un bon moment pour partager avec les autres cyclistes de cette région connue pour ses cols. Salutations à Diego et Willian. L'objectif du jour, c'est San Gil, une étape casse-pattes qui met les jambes à l'épreuve. Ahí vamos. Le département de Santander me surprend par ses villages magnifiques, son délicieux chocolat et la gentillesse de ses habitants. Oiba. Mention spéciale à Oiba, village colonial à mi-pente. J'aurais pu rester discuter tout l'après-midi avec Nestor et Oscar. Les bonbons de Madame Vicky et leurs 50 ans d'histoire me permettent de faire le plein de sucre pour attaquer la montée suivante. Il pleut des deux côtés de la route, mais jusque-là, je reste au sec. J'arrive à San Gil au coucher du soleil. Au terme de l'étape la plus longue de tout le voyage, 180 km et 2600 mètres de dénivelé. En haute saison, il est difficile de trouver un logement. Je visite plusieurs hôtels avant d'en trouver un qui accepte de me louer une chambre pour 2 jours. Des bonbons du village d'Oiba, département de Santander. Que peut faire un Français avec un vélo un 31 décembre dans la région de Santander? Pas besoin de réfléchir longtemps. Les bagages restent à l'hôtel et direction l'un des plus beaux villages de Colombie, Barichara. À environ 1 heure de route de San Gil, la carte postale est parfaite.
Posé au milieu d'un désert de terre orangée, Barichara offre une explosion de couleurs, entre ses façades immaculées, ses toitures ocre et ses massifs de fleurs roses et jaunes à chaque coin de rue. Barichara montre fièrement son héritage espagnol, avec son architecture préservée et son plan orthogonal. Depuis les belvédères qui dominent le rio Suárez, on découvre la végétation d'arbustes caractéristique de la région. Je profite de la fraîcheur matinale pour déambuler à travers le village pendant que les rues sont encore désertes. Lundi 1er janvier 2024. Il est 6h48. Et il n'y a pas grand monde sur la route. Commencer l'année sur son vélo, il n'y a rien de mieux pour un voyageur passionné. Le départ matinal permet de profiter de la solitude de ce 1er janvier. Et maintenant, la question à 1 million. Comment cet avion est-il arrivé jusqu'ici? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'une des merveilles naturelles de la Colombie, qui est aussi un obstacle majeur dressé sur ma route, le majestueux canyon de Chicamocha. Vraiment, c'est royal. J'ai la route pour moi tout seul. La route en balcon permet d'apprécier la beauté du canyon. Parapente Chicamocha. Wouhou! Spectaculaire canyon de Chicamocha. Mais c'est encore mieux en prenant de l'altitude. Le parc national du Chicamocha offre la possibilité de découvrir le canyon d'en haut avec des vols en parapente. Mucho gusto, ¿cómo vas? Giovanni, ¿cómo te llamas? Hugo. ¿Cuánto pesas? Peso 60-63. Perfecto. ¿La primera vez que vuelas? La primera. Ok, como un bolsita. Lo más importante en el despegue es correr, ¿listo? Ujú. No salta, no se siente. Bien. Chévere. Ahí al fondo está la salida a Bucaramanga. Sí, todo eso es la carretera. Ajá. Pero Mangue tiene que llegar allá, dar la vuelta y llegar allá. Y ahí sí. C'est ainsi que je me retrouve à tourner en rond, 1500 mètres au-dessus de la rivière que je devrais traverser dans l'après-midi.
Crema y repelente. Repelente. Eso no falta porque Bueno, se va a ir con el señor en la cicla entonces. Mucho mosquito. el sol, entre el sol y los mosquitos sí hay para Sí. pasarla mal, ¿no? Pero no. Sí. Está bueno. Le pont du Chicamocha, 560 mètres d'altitude. Le thermomètre indique 32 degrés au moment où j'attaque les 14 km de montée vers l'aire métropolitaine de Bucaramanga. Los Curros, altitude 1200 mètres. Réveil à Girón, autre joyau de l'époque coloniale, inscrit sur la liste des villages patrimoine de la Colombie. Je me promène dans les rues pavées du village, déjeune des œufs brouillés tomate-oignon accompagnés d'un délicieux chocolat colombien et prends la route en fin de matinée. Aujourd'hui, l'étape sera courte, au milieu des plantations de café, mais surtout à travers l'une des principales zones de production de cacao du département de Santander. Villa al mar. ¡Woohoo! Rio Negro, Santander, une autre bonne surprise de ce voyage. Je fais la connaissance de Don Carlos qui me montre une plantation de cacao et la chocolaterie du village. Le cacaoyer pousse dans des climats chauds et humides, dans les Andes colombiennes jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Il y a 2 récoltes par an, et à partir des cabosses, on obtient les graines qui permettent de produire le chocolat. Impossible de rater cette étape gastronomique. La famille de Don Carlos m'invite ensuite à déjeuner chez elle, et je goûte le sancocho, une soupe colombienne typique. On passe l'après-midi à se raconter des histoires de voyage à vélo à travers le pays. Finalement, je poursuis ma route jusqu'à El Playón à la recherche d'un toit pour la nuit. N'allez pas croire que je me dope, mais il faut rester hydraté pendant une sortie par cette chaleur. Aujourd'hui commence la course contre la montre, ou plutôt la course contre le soleil. Plusieurs étapes à travers la région Caraïbe de Colombie. Cette étape ouvre le cycle infernal de la chaleur et de l'humidité. Un cocktail empoisonné qui provoque fatigue et usure aussi bien corporelle que mentale. Je pars à l'aube avec une certaine appréhension. Il est 5h30. Les premières lueurs du jour commencent à peine à poindre dans le ciel.
et la température affiche 22 degrés. Dernier contrefort de la cordillère des Andes avant d'arriver dans les Caraïbes. La fin des Andes. Après les derniers contreforts des Andes, la plaine Caraïbe se déroule à l'infini. À partir de maintenant, j'affronte la très exigeante Ruta del Sol, une autoroute avec des lignes droites interminables, des bosses invisibles et quasiment pas d'ombre. 8h30 et la barre des 25 degrés vient d'être franchie. À peine 10 km sur l'autoroute du soleil colombienne, j'ai déjà des hallucinations, j'ai l'impression d'être déjà passé ici. La chaleur étouffante des Caraïbes est la véritable difficulté du voyage vers la côte. Il vaut mieux être bien préparé et avancer le plus possible pendant la matinée. Sortie de San Martín, département du César. Prochain arrêt, Aguachica. 10h30 et la barre des 30 degrés est franchie. La route à 4 voies est large, avec un excellent revêtement et un large bas-côté goudronné qui permet de rester loin du trafic. La vitesse augmente et mon rythme de croisière se stabilise entre 25 et 30 km/h. À 11h30, le GPS indique déjà 120 km, une étape efficace. Je fais une pause à Aguachica pour faire le plein d'eau et décide de continuer 40 km de plus jusqu'à Pelaya, département du César. Aguachica, c'est fait. Prochain arrêt et j'espère le dernier pour aujourd'hui, Pelayas. Grave erreur. Quelques kilomètres avant d'arriver, le mercure s'affole et grimpe jusqu'à 36 degrés. Bienvenue en enfer. Bon, j'ai craqué. Chambre avec air conditionné. Ce voyage était à peu près écolo jusque-là, mais c'est fini. Et en même temps, je suis liquide. 160 km, la route du soleil, Ruta del Sol, porte très très bien son nom. Donc je vais me rafraîchir. Je me sépare de Charlie, un cyclotouriste américain qui voyage dans le sens inverse et que j'ai rencontré à l'hôtel. Départ de Pelaya, département du César, 5h45 et il fait déjà 24 degrés. Il faut se préparer à affronter la chaleur et l'humidité qui rythmeront les jours suivants. Buen día. Por acá es mon poste. Ya. Gracias. Ciao l'autoroute du soleil. Bonjour le chemin de l'ombre. Enfin je crois pas non plus mais bon, on verra. 7h04. Le soleil vient de se dévoiler pour commencer son œuvre destructrice. Buenos días.
L'étape du jour traverse une particularité géographique du nord de la Colombie, la dépression de Mompox. Cette région marécageuse voit converger de nombreuses rivières. L'eau est partout, l'air est saturé, j'ai l'impression d'étouffer sur le vélo. Il est 7h55, 25 degrés au compteur. Cette partie du voyage laisse peu de place à l'improvisation. Pendant les semaines précédentes, j'ai préparé l'itinéraire avec soin, avec l'aide d'amis et d'autres voyageurs à vélo qui ont exploré cette partie peu touristique de la Colombie. Le Grand Magdalena apparaît pour la première fois dans la ville de El Banco. C'est le principal fleuve du pays, de par son importance culturelle, historique et économique. Une double crevaison m'arrête net, dans un des pires moments, étant donné que ce retard se paye en degrés Celsius, l'étape la plus difficile de tout le voyage. C'est fait, c'est reparti. Il est 12h15, il fait 36 degrés et j'attaque les derniers 33 km de la mort pour arriver à Mompox. Cette crevaison va me le faire payer très très cher. Là ça va piquer, on m'a annoncé 5 km non goudronné. Mompox, département de Bolívar, est sans aucun doute la cerise sur le gâteau, apparue au milieu d'un désert si hostile. L'architecture élégante de cette ville témoigne de son histoire coloniale. Sa situation géographique a favorisé l'établissement d'un port fluvial avec un rôle central dans le contrôle des connexions commerciales entre la côte Caraïbe et l'intérieur, ce qui fait que son histoire est très liée au processus de colonisation espagnole du nord de l'Amérique du Sud. C'est un ancien territoire indigène et ses premiers colons au XVIe siècle étaient des ordres religieux. Il en reste de nombreuses églises et monastères en parfait état de conservation. Il faut souligner l'importance du fleuve, par lequel transitaient toutes les marchandises qui alimentaient les grandes villes ainsi que les mines de la région d'Antioquia. Le plan de la ville s'étend le long du fleuve, qui est en quelque sorte sa rue principale. C'est pour toutes ces raisons que la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et sur la liste des monuments nationaux de la Colombie. Mompox a une personnalité unique parmi les villages patrimoine de ce pays. Ma visite de Mompox n'aurait pas été complète sans une excursion fluviale jusqu'à la Ciénaga de Pijinho.
est 5h30 et je quitte la ville de Montpos par une fraîcheur très agréable, 23,5 degrés. Le départ de Montpos ressemble beaucoup à l'arrivée, à travers une zone désertique sur des routes récemment goudronnées avec très peu de trafic. L'étape du jour traverse la région natale des chanteuses afro-colombiennes Toto la Momposina et Martina Camargo. Il est 8h45. La température affiche 25 degrés. Nouvelle crevaison. C'est reparti, enfin j'espère. Ces crevaisons à répétition, ça fout un coup au moral. Surtout dans ces régions reculées où on ne sait pas si on va trouver les pièces de rechange et où il fait très très chaud. 30 degrés, 9h47. J'ai l'impression d'être un minuscule grain de sable perdu dans l'immensité des Caraïbes. Il me reste seulement 2 jours de voyage jusqu'à la mer, mais j'évite de penser à cet objectif qui me semble très lointain. Enrobé plus noir que noir, par 35 degrés. En vrai, ça va. J'arrive bientôt à Bosconia, département du César à nouveau. Et c'est ici que je compte terminer l'étape d'aujourd'hui. Et voilà, je suis bien installé dans un super hôtel de luxe que j'ai réussi à décrocher au prix d'une négociation. J'ai réussi à faire baisser le prix de 70 à 60 000 pesos, ce qui n'est pas mon fort d'habitude, donc tant mieux, même si ça reste quand même un peu cher pour la Colombie, mais bon, de toute façon à chaque fois que j'ouvre la bouche, les prix montent, mais bon, c'est la règle du jeu. En attendant, super bien installé, après une étape en plein désert aujourd'hui. Demain, normalement, j'arrive à la mer, donc impatience, émotion, et puis on verra bien. Il est 5h25 et je quitte Bosconia, il fait 23 degrés. À l'aube de cette 9e étape, l'appel de l'océan se fait sentir. J'emprunte la branche principale de la Ruta del Sol, ce qui se ressent par l'intensification du trafic. Je suis pas très sûr, mais je crois que c'est le pic Cristóbal Colón juste devant. Le sommet de la Colombie. Le lever du soleil offre une vue incroyable sur la Sierra Nevada de Santa Marta.
Il est 8h16 sur la Ruta del Sol, autoroute du soleil colombienne, et il fait déjà 25 degrés. Cette région est le berceau du réalisme magique, mouvement littéraire rendu célèbre par l'écrivain et prix Nobel de littérature Gabriel García Márquez. Aracataca, village de naissance de Gabriel García Márquez. Les Caraïbes colombiennes ont fortement inspiré les romans de ce grand écrivain. Salutations à Mallory et à sa famille croisés à la gare d'Aracataca. La Colombie est le premier producteur de charbon d'Amérique latine. C'est une de ses principales exportations. Il ne faut donc pas s'étonner de voir des trains de plusieurs kilomètres de long transporter cette matière première vers le port de Santa Marta. Je m'habitue peu à peu à la chaleur et à l'humidité et maintiens un bon rythme sur les 60 derniers kilomètres. La place principale du village de Ciénaga est écrasée sous la chaleur. En ce dimanche après-midi, tout le monde est parti se réfugier à la plage. Le village se visite plus facilement après le coucher du soleil. Son architecture unique mélange le style colonial typique des Caraïbes et le style néoclassique, témoin de l'époque de la production de bananes au XXe siècle. Entonces dicen que su riqueza se debe a que él le entregaba un alma al diablo. Entonces su casa aquí en Ciénaga era, mejor dicho, la más hermosa. Entonces decían las personas que pasaban por el lugar que cuando pasaban cerca veían a alguien que se asomaba con ojos negros y que la casa expelía un olor a azufre. Ese es el misterio de Ciénaga, la casa del diablo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahorita la vemos. La temida Casa del Diablo. Estamos. Si ves el diseño arquitectónico, era el mejor diseño de la época. Un grand merci à Janet et José pour les bons moments partagés et les anecdotes sur Ciénaga. J'abandonne provisoirement le vélo. Le canot à moteur est la meilleure façon de se déplacer sur les eaux vertes de la grande Ciénaga de Santa Marta. Cet ensemble de lagunes et de marais côtiers est l'une des plus grandes réserves de biodiversité du continent. Il héberge plusieurs espèces d'oiseaux comme le héron ou le colibri. Cette réserve naturelle subit de nombreuses pressions humaines qui menacent son intégrité, notamment la construction de digues qui augmentent la salinité du marais. Les pêcheurs de la région ont construit leur village sur pilotis pour être directement au contact de l'eau. C'est ainsi que se sont développés ces villages palafites uniques en Colombie. Je marche sur la terre ferme à Buena Vista.
Si tu te prends un but, c'est la double punition parce que tu dois aller ramasser le ballon dans l'eau. Nueva Venezia, la nouvelle Venise, est l'un d'eux. Plus de 3000 personnes vivent sur la Ciénaga, les pieds dans l'eau, à plus de 40 minutes de la terre ferme par les canaux les plus rapides. Historiquement, ce village a été frappé par la violence au début des années 2000. Des affrontements entre paramilitaires et guérillas ont durablement endeuillé la population, de sorte que le village s'est enfermé sur lui-même pendant de nombreuses années. C'est seulement récemment que les pêcheurs de la Ciénaga se sont ouverts grâce au tourisme communautaire. Je suis impressionné par la capacité des habitants de Nueva Venezia à surmonter ces événements tragiques. Salutations spéciales pour l'entreprise Ciénaga Mágica qui promeut cette activité en plein développement. L'aventure sur 2 roues n'est pas finie. Il est 5h45 et je quitte la ville de Ciénaga par 24 degrés. L'objectif final est le village de Palomino, département de la Guajira. « 7h du matin à la plage du Rodadero à Santa Marta. Ma route traverse Santa Marta, la plus ancienne ville du pays fondée en 1525. Santa Marta! Sur les plages de la ville, on peut déguster le produit de la pêche du jour, comme le sar, accompagné de patacón, une galette de bananes plantain et de tomates. À tous les voyageurs à vélo qui ont envie de rejoindre les Caraïbes, une seule recommandation, continuez jusqu'à Palomino. Les vues les plus spectaculaires vous attendent juste avant d'arriver à ce village où la route est suspendue entre mer et montagne. Une récompense après 1300 km. Un grand merci à Juan Esteban pour les bons moments partagés pendant les quelques jours où il m'a reçu chez lui. La Sierra Nevada est le territoire de plusieurs peuples indigènes descendants de la civilisation Tairona qui a prospéré dans la région avant la colonie. C'est le système montagneux littoral le plus haut du monde, qui culmine à 5700 mètres d'altitude à seulement 50 km de la mer. Parc national Tayrona. 2 semaines de folie sur le vélo depuis Bogota jusqu'à la mer des Caraïbes. Et je vais pas plus loin, mais ce voyage valait vraiment la peine. Incroyable. Tchuss!
Mon voyage se termine au parc national naturel Tayrona, sa forêt tropicale, ses formations rocheuses et ses plages de sable blanc. Deux semaines de voyage à vélo qui m'ont permis d'en apprendre davantage à propos d'un pays extraordinaire, la Colombie.